Le 19 octobre 1587, à la nuit bienvenue, le marquis de Lavardin revient à La Roche-Chalais, porteur d'une nouvelle de première importance. Il a chevauché 2 longues heures le long de la rivière Dronne pour saisir les gués et repérer les passages où envoyer les charpentiers qui construiraient des ponts. Mais surpris par la trémouille du camp adverse, chargé par Navarre du même dessein, Lavardin manque d'hommes et doit céder. Il revient en hâte prévenir le duc que l'ennemi arrive. Il pressent de puissants régiments au vu de l'avant-garde chargée de jeter en hâte des ouvrages sur la rivière Dronne. Lui et ses hommes ont dû battre en retraite devant 250 cavaliers à moins de 4 lieues du château de La Roche-Chalais. Pressé d'en découdre avec les réformés, la fine fleur de la chevalerie française répond d'une voix à l'ordre de départ de son lieutenant général. L'armée royale, commandée par Anne de Joyeuse, c'est 10 000 hommes qui bivouaquent avec 3 000 chevaux et moult charrois sur une demi-lieue autour de la forteresse de La Roche-Chalais. Sans aucun doute qu'il y en avait sur les berges du ruisseau la Moselle. On peut bien les imaginer par groupes éparses, certains pourvoyant aux munitions et préparant les armes, d'autres creusant des foyers dans le sable blanc, d'autres encore rassemblant du bois pour le feu, la plupart ignorant que la nuit, ils la passeraient à marcher pour se battre au matin. On peut bien l'imaginer leur chef gravir la grande motte de la Moselle pour exhorter ses hommes, les exhorter de se battre comme des lions, leur garantir que la victoire est acquise. Une fois de plus, parce que toutes les batailles ont été des défaites huguenotes. On peut bien l'imaginer, n'est-ce pas? On peut bien l'imaginer, leur chef, grimper après son harangue jusqu'au sommet, sur notre grande motte, seul, leur chef. On peut l'imaginer en train de regarder le ciel étoilé. On peut bien l'imaginer en train de prier, lui. Il ne le sait pas que c'est la dernière fois, mais nous autres, qui sommes son futur, nous qui savons ce qui va lui arriver, on peut bien l'imaginer là-haut, sur notre grande motte de la Moselle, avant qu'il ne se mette en chemin, juste avant de connaître son funeste destin. On peut bien l'imaginer, on peut bien l'affirmer, parce que c'est un fait historique qu'il a vécu chez nous, sa dernière soirée. On peut bien l'imaginer, parce que rien ne connu ne peut le contredire, qu'à la motte de la Moselle, le duc de Joyeuse est monté se recueillir seul. Je le dis, moi, Gast, je le dis parce que je le crois. Il y a prié longtemps. Ce n'est pas qu'il redoutait l'issue du combat qu'il provoquait, mais une partie de lui renaclée. Une pensée, cependant, le portait en avant, celle de son roi, qu'il estimait de rechef et dont il voulait mériter le pardon. Ce roi qui avait fait sa bonne fortune, et pour commencer, qui l'avait bien marié le 18 septembre 1581 avec Marguerite de Lorraine, demi-sœur de la reine. Les 2 époux avaient reçu pour leurs noces une donation de plus de 300 000 écus de leur royal beau-frère. À la suite de quoi la vicomté de Joyeuse avait été érigée en duché-pairie avec préséance sur tous les autres ducs et pairs, excepté les princes du sang. Le roi lui avait offert également la terre et la seigneurie de Limours. Il l'avait fait grand amiral de France le 1er juin 1582, promu chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le 31 décembre, et le 24 février 1583 l'avait fait nommer gouverneur de Normandie. En 1584, il était devenu gouverneur du Havre, et la même année, à la mort du duc d'Anjou, il avait reçu le gouvernement du duché d'Alençon et son frère, du Bouchage, celui d'Anjou. Mais les sentiments du roi à l'égard du duc changèrent subitement à partir du 21 juin 1587. Ce jour-là, funeste jour, alors qu'il commandait une expédition contre les protestants en Poitou,
Joyeuse fit massacrer 800 civils de confession protestante à la motte Saint-Héré. De cette tuerie, connue sous le nom de massacre de Saint-Éloi, le duc s'aliéna la bienveillance d'Henri III. Reçue froidement à la cour durant l'été, Joyeuse a pu croire échapper à la disgrâce royale en repartant combattre les troupes d'Henri de Navarre à la tête de l'armée royale catholique. Pourtant, il a, par ses excès, rendu possible le probable, levé les dernières indécisions de son roi et hypothéqué son propre avenir. Le troisième jour, riche des renseignements récoltés auprès de M. Gast, le grand-père d'Onésime, les 4 garçons limitent leurs recherches au flanc ouest de la motte. Le vieil homme a dit que c'est la dernière zone qu'il n'a pas encore sondée. Inutile de voir ailleurs, leur a-t-il dit, les assurant qu'il ne trouverait plus rien de notable. Lui n'a plus les hanches pour grimper sur la motte, à son grand regret. Ces enfants qui se passionnent pour son trésor, ça l'a chaviré quelque peu. Il s'est d'abord fait le reproche de penser pouvoir trouver grâce à eux ce qui lui a échappé jusque-là, et puis la vive persuasion d'une rapide découverte conjuguée à la conviction que, sur ces terres, les enfants ne courent aucun danger, l'incite à les outiller et à les orienter. Et l'intuition étayée de ce passionné d'histoire paye. Les enfants suivent en tout point ses conseils. Chacun d'eux a entre les mains une longue et fine tige de fer qui leur sert à la fois à écarter les fougères et à piquer la terre. C'est Onésime qui tombe dessus. Sa pique a produit un son aigu en traversant la mousse, un bruit clairement distinct de tous ceux qu'il a perçus jusqu'alors. Un bruit tout pareil à celui qu'a fait le pic de son grand-père Gast quand il en a frappé un couvercle de barrique dans son chai pour leur montrer, la veille, comment s'y prendre. Il alerte Paul et Alexandre qui le rejoignent sans tarder. Une pelle récupérée au maine du four chez M. Gast facilite grandement le travail de déblaiement. Il s'en trouve accéléré d'autant que les 3 enfants se relaient. Onésime est une fois encore celui qui, le premier, aperçoit les planches de bois. « Une trappe! Nous avons trouvé l'entrée d'un souterrain !» s'écrie Onésime, fou de joie. « Ton grand-père est un devin, Onésime !» s'exclame Paul. Et son petit-fils Onésime, un vrai découvreur, s'enthousiasme Alexandre. Toujours à scruter l'horizon pour compter les heures égrenées au clocher des environs, toujours à craindre d'arriver en retard et d'être puni par la tante Coralie, tous 3 se jaugent du regard, et sans un mot, Alexandre le premier s'apprête à sauter dans le trou, mais Paul le retient. « Il manque Élie. Il faut que nous soyons tous ensemble pour le moment de la découverte. Et puis tu vas te briser les membres. Il faut une corde. » Nous n'en avons pas. Onésime, cours chercher Élie. Est-ce vraiment nécessaire, pouffe Onésime devant l'effort. Nous allons fabriquer une liane. Lierre ou clématite devrait convenir. Alors, Onésime, vas-tu partir chercher ton cousin? J'y cours de suite, lance Onésime en amorçant calmement la descente. Après de longues minutes d'effort, les 4 garçons tressent entre elles de longues tiges, obtiennent un lien solide. L'une des extrémités est nouée à un arbre, l'autre jetée dans le trou. Aussitôt, Alexandre, suivi de Paul, passe l'espace libéré par la trappe. Un silence se fait. Il touche le fond du trou. Élie descend à son tour. Onésime hésite à s'engager. Il épie le moindre bruit. Anxieux, il préfère attendre un signe de ses amis. « Onésime! Onésime! À toi, Onésime !» Onésime geint et rechigne encore à descendre, craignant que l'assemblage de lianes ne cède sous son poids. Ses craintes lui font mordre un pan de son paletot. Il parle beaucoup, mais ne dit rien en fait, que des mots sans queue ni tête. D'un pied sur l'autre, il saute en tournant sur lui-même. Du fond du trou, Alexandre tente de le raisonner. « Qu'as-tu donc à bromer de la sorte? D'ici nous autres, on ne comprend rien à ce que tu dis. Arrange-toi de là avec tes grosses fesses de garlet.
tu nous manges la lumière. Continue et tu vas te retrouver tout seul comme un couillon. J'ai peur. Est-ce donc un péché d'avoir peur? C'est idiot, Onésime. C'est toi qui as trouvé la trappe. C'est idiot que tu ne profites pas de ta découverte, dit Ellie. Nous autres, on va continuer dans le souterrain, rajoute Paul. Attendez-moi, les amis, je viens. Il me fallait juste m'en convaincre. Et le plus rond des 4 garçons passe à son tour le cercle du temps, tel qu'initié par son aïeul, M. Gast. Il tombe 3 mètres plus bas dans une fosse aux parois consolidées de piquets de futaie. 3 mètres à peine de côté, inspectés à la lueur du jour qui pénètre par l'ouverture de la trappe. La hauteur sous la voûte rend périlleuse toute descente sans cordage, à moins de ne pas craindre de se briser les os en se réceptionnant sur un sol couvert de madriers. Contre l'un des côtés de cette cellule, une pierre de seuil rectangulaire posée au sol. Dans ce bloc, un crucifix en bois et bronze, littéralement scellé par sa base. Voilà donc le secret, voilà donc l'endroit où le vieux curé de M. Gast devait passer tant de temps. Pourquoi donc a-t-il éprouvé le besoin de creuser là? Cette croix sur son autel improvisé, signifie-t-elle qu'il venait prier là? Où qu'il est le souterrain, questionne Onésime. Tout d'abord déçu que leur découverte se limite à un espace si réduit et qu'il ne s'agisse pas d'une entrée de souterrain, leur déconvenue s'estompe lorsque Paul attire leur attention sur un reflet perceptible entre 2 piquets, au-dessus du crucifix. Une trame de lumière traverse les arbres et désigne l'endroit. Ils s'approchent de la paroi, la regardent attentivement. « Il y a quelque chose qui brille là derrière, constate Alexandre. »« On dirait un bijou, dit Onésime. » Paul glisse 2 doigts dans l'interstice. Il les a trop courts. Onésime ne parvient pas à passer sa première phalange, trop épaisse. Ellie essaye à leur suite, misant sur son majeur et son annulaire. Il touche quelque chose de dur. Il parvient à saisir du bout des doigts un objet de la taille d'une broche. Il l'extrait de sa cachette et le pose dans le creux de sa main. Ça a l'air d'être de grande valeur au regard du nombre de pierres qui le couvrent. Mais c'est le médaillon de Kerberus, s'écrie Alexandre. Nous avons trouvé le médaillon de Kerberus. Sans le savoir, en retirant de la fosse du curé ce médaillon maudit, les enfants libèrent la force de son sortilège. Lorsque les 3 amis sortent du trou, tout agités et bruyants à l'idée d'avoir découvert un bout du trésor, leur entrain tombe d'un coup, quand ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Une bande rivale a investi le secteur. Attirés par les cris de joie, une dizaine de garçons relèvent le menton vers le sommet. La pente les rebute. S'user à grimper, ils hésitent. Accroupis derrière des arbustes et des bouillers, les 4 amis réfléchissent. La trappe retrouve sa place, il la dissimule sous de la terre et des mousses, la rendant indétectable. Pensant que les 10 du bas sont du côté de la route, les 4 découvreurs descendent par le versant opposé. Ils cherchent à opérer un large virage pour s'écarter de la menace, avant de revenir près de la rivière en un autre lieu de passage que celui de leur arrivée. Ils remontent un temps par la berge le ruisseau de la Moselle, avant de devoir le franchir à sec pour redescendre vers la Drôme. Ils choisissent l'endroit de passage avec soin, une portion plus étriquée. Un saut long et vaillant, les voilà chacun leur tour sur l'autre berge. Le temps a filé durant ces pérégrinations. La brise qui se lève à mesure que le soleil se couche porte les mauvais oracles de la cloche de la barde. Tous 4 se mettent à courir à toutes jambes, l'oreille déjà rougie. Derrière la ligne sombre de Charmilles, la rivière bruisse. Où passer si ce n'est au gué de tantôt? Nul autre connu alentour, il faut risquer la funeste rencontre pour remettre pied en Dordogne par cet itinéraire. Le temps nous manque. Ou renoncer et partir vers leur village de Saint-Égulin et grimper sur son pont de bois à Arches. Alors c'est certain que le retard au souper sera si conséquent que la fureur de ta tante Trigante s'entendra jusqu'à mon plaisir. Bien que très inquiet d'être rattrapé par la bande des 10 mauvais garçons dépeints par Philibert,
Les 4 amis ont le cœur rempli d'étoiles par la découverte de cet objet précieux. Ils se sentent quasiment en communion avec le grand chevalier du XVIe siècle, évoqué par M. Gast et M. Trigan. Au moment de remonter sur les pierres du gué, une course-poursuite détourne leur regard. Sur eux fond, tel un vol des tourneaux, la troupe d'affreux. Les 4 amis se précipitent sur la rive opposée. La fille-prouillerie aussi, qui les colle comme une tique vorace. Ils se retrouvent encerclés, empoignés, époussetés et enfin dépouillés de leur butin. Le chef des écornifleurs décrète qu'à l'avenir, il leur faudra payer un droit de passage pour venir en Saintonge et que s'ils veulent récupérer leur breloque, il leur faudra payer rançon. Humiliés de s'être fait rattraper et grugés par la bande rivale, les 4 compères remontent à la Roche-Chalais, l'esprit morose. 2 idées s'entrechoquent maintenant dans leur tête. Pourvu que leurs voleurs continuent de croire que le médaillon n'a pas de grande valeur, et comment réussir rapidement à rassembler une rançon pour le récupérer. Le chef de leurs dépouilleurs est enfant de cœur à Saint-Égulin. Alors qu'il s'apprête le matin suivant à servir pour un office, il est démasqué par le curé. Sans se montrer, l'abbé l'écoute se vanter auprès d'un autre enfant de cœur du mauvais tour qu'il a joué à 4 gosses du village d'en haut, la veille. Il se coupe de moult détails inventés, décrit une véritable bataille rangée, met en avant son engagement dans la victoire, il relève son aube et montre le médaillon qui pend à son cou à l'aide d'une cordelette. Ici au moins, il est au chaud et personne ne se risquera à venir l'y chercher. À la vue de cet objet, le curé pousse la porte de la sacristie. L'enfant tressaille, rabat son aube, mais le curé exige que l'objet précieux lui soit remis. Après quoi, il le traîne à confesse pour connaître l'histoire vraie dans le détail.